Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment se déroule une séance d'hypnose clinique. Alors, la liste des étapes que je vais vous présenter est bien évidemment non exhaustive. D'ailleurs, il y a certaines étapes ou certaines sous-étapes qui peuvent être entièrement interchangées ou même encore supprimées. Et de plus, le déroulement d'une séance eh bien, va dépendre également du contexte de soins dans lequel vous l'appliquez. Évidemment, un psychothérapeute va intégrer l'hypnose différemment dans sa pratique par rapport à quelqu'un qui va l'associer à un geste de soin, comme par exemple un thérapeute comme un kiné ou comme un thérapeute manuel. Et en fin de vidéo, vous aurez deux cas cliniques d'utilisation d'hypnose dans une séance de kinésithérapie. Donc, c'est-à-dire un exercice d'hypnose associé à une séance de kinésithérapie. Donc, les différentes phases que j'ai organisées sont d'abord la phase préalable, ensuite l'induction hypnotique, la phase du travail thérapeutique, la phase de terminaison de l'exercice et finalement la phase de prescription de l'auto-hypnose. Donc pour la phase préalable, on commence tout naturellement par une phase de recueil d'informations. Vous êtes professionnel de santé, vous savez mener une anamnèse, et bien on fait à peu près la même chose lorsque l'on réalise un exercice d'hypnose. Vient ensuite la phase de fixation d'un objectif de travail, où on va décider avec le patient d'un objectif pour eh bien, le reste de l'exercice. Et à ce moment-là, eh bien, on va parler de l'hypnose, de ce que la personne attend de l'hypnose, et on peut rajouter à ce moment-là des notions autour de l'outil, c'est-à-dire faire un peu d'éducation à ce qu'est l'hypnose, si besoin démystifier également cet outil, et on peut en profiter pour créer des attentes positives chez le patient en expliquant tout simplement quels sont les mécanismes d'action de l'hypnose et qu'est-ce que le patient peut en attendre pour lui. Vient ensuite la deuxième phase qui est la phase de l'induction hypnotique. L'induction est une procédure qui permet d'induire une expérience hypnotique. Ce n'est pas une seule procédure spécifique car il existe énormément de techniques d'induction différentes. Retenez en tout cas qu'une induction va être un ensemble de suggestions qui visent à induire l'hypnose, à induire l'état d'hypnose, on pourrait dire. Je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo sur les différentes théories sous-jacentes de l'hypnose et vous verrez que induire l'état d'hypnose, c'est déjà souscrire à une certaine théorie qui est la théorie de l'état et je vous montrerai qu'il y a également d'autres théories qui sont parfois à l'inverse, à l'opposé de la théorie de l'état, mais je laisse cela pour une prochaine vidéo. Pour vous donner un exemple d'induction, très souvent en fait on va utiliser des suggestions qui vont focaliser l'attention de la personne sur un sens. Et bien pour cela, on a créé l'acronyme qui est le VACOG, donc le V pour visuel, le A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. Donc on va faire des suggestions où on va focaliser l'attention de la personne sur l'un de ces canaux sensoriels ou d'ailleurs plusieurs. Et j'aime également bien l'acronyme qui est le PAFTOG, qui a été créé par le docteur Jean Becchio, qui travaille avec l'hypnose depuis plus de 30 ans, qui a été mon formateur et qui est un de mes maîtres à penser. Et tout simplement parce que nous n'avons, maintenant on le sait, non pas 5 sens, mais bien 6. Et il a rajouté à la place du kinesthésique la notion de P proprioception et de T touché. Et donc ça donne maintenant l'acronyme PAVTOG qui est un peu plus en phase avec la réalité scientifique actuelle. Et puis on va également pouvoir réaliser des inductions avec des phénomènes idéomoteurs où on va induire une sensation d'automaticité chez le sujet et du moins une diminution de l'agentivité. On en reparlera également dans une autre vidéo. Et puis il y a, comme je vous l'ai dit, encore bien d'autres moyens de réaliser une induction, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Ensuite vient la phase du travail thérapeutique où l'on va réaliser des suggestions qui vont avoir pour but de moduler les perceptions du patient. Les moduler en fonction bien entendu de l'objectif de travail qui a été fixé préalablement. C'est-à-dire si nous avons fixé comme objectif avec le patient de diminuer la douleur, c'est-à-dire par exemple d'augmenter son confort au niveau de son dos parce que c'est là où il a mal, eh bien on va réaliser des suggestions thérapeutiques qui vont moduler les sensations
au niveau de son dos et suggérer eh bien qu'il ressent peut-être du confort, peut-être de la chaleur, peut-être de la fluidité, peut-être de la détente ou encore autre chose qui sera en phase avec son objectif de départ. On va également pouvoir utiliser d'autres outils dans la phase du travail thérapeutique, comme les métaphores, qui est un outil qui est très très utilisé en hypnose, et puis d'autres techniques comme le recadrage, et il peut encore y en avoir d'autres. Vient ensuite la phase de terminaison de l'exercice. On va réaliser pour cela des suggestions post-hypnotiques, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, je vais vous donner un cas concret, réaliser des suggestions comme suit. On va expliquer au patient que les sensations de détente, de confort qu'il est en train de ressentir, eh bien, vont pouvoir perdurer dans les minutes, les heures et peut-être même les jours suivants. Voilà ce que c'est une suggestion post-hypnotique. C'est une suggestion qui va venir induire l'idée que ce qu'il a atteint dans l'exercice, dans la séance, eh bien, va pouvoir perdurer dans les prochains temps. Et puis on peut également faire des suggestions post-hypnotiques de réalisation des exercices d'auto-hypnose qui vont venir après, vous le verrez, où on va expliquer au patient qu'à n'importe quel moment où il en aura besoin, il pourra tout simplement retrouver ses sensations en faisant à nouveau l'exercice d'auto-hypnose qu'on va lui expliquer par la suite. Ensuite, une fois qu'on a fait ces suggestions post-hypnotiques, on va réorienter l'attention de la personne dans l'ici et maintenant, réaliser une terminaison de l'exercice, et puis offrir au patient un espace d'échange autour de l'expérience qu'il aura vécue, si bien entendu il veut la partager. Vient ensuite la dernière phase, qui est à mon sens une phase très très importante, car c'est ici, selon moi, qui est la puissance de cet outil, c'est-à-dire la prescription de l'auto-hypnose. Nous allons valoriser le patient par rapport à ce qu'il vient de réaliser et surtout lui donner les clés pour s'autonomiser. C'est-à-dire que à ce moment-là, je vais expliquer au patient quels sont les exercices qu'il va pouvoir reproduire chez lui sans avoir besoin de mon aide, sans avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, et comment il va pouvoir refaire un exercice d'auto-hypnose, parce que c'est lui qui va se l'auto-administrer, pour pouvoir retrouver les sensations qu'il a trouvées dans l'exercice et atteindre à nouveau son objectif. À ce moment-là, l'idée est vraiment d'autonomiser le patient et de développer chez lui un sentiment d'auto-efficacité dont nous savons qu'il, par exemple, c'est un critère qui est très très important chez les personnes qui souffrent de douleurs persistantes. Alors maintenant que l'on a vu le déroulé d'une séance d'hypnose, eh bien il faut évidemment comprendre, comme je vous le disais en introduction, que ce déroulé-là dépend d'un contexte de soins particulier. Dans mon cas, dans notre cas, si vous êtes kinésithérapeute ou que vous êtes en tout cas une profession de santé qui n'est pas un psychothérapeute, eh bien on peut utiliser l'hypnose de deux types de manières. On peut soit réaliser un exercice d'hypnose comme intervention unique, c'est-à-dire je suis dans une séance de kiné et je vais, par exemple, définir un temps, qui va être 5, 10 minutes, un quart d'heure ou plus si besoin, où je vais réaliser une intervention d'hypnose. Donc il va y avoir un exercice d'hypnose en tant que tel. Ça, c'est la première modalité. La deuxième modalité, ça va être de réaliser un exercice d'hypnose qu'on va associer à un geste technique. Par exemple, je suis kinésithérapeute, je réalise une mobilisation passive de l'épaule d'un patient et en même temps, je réalise un exercice d'hypnose. Donc pour vous donner un exemple de ces deux modalités, je vais vous donner un premier exemple d'un exercice unique d'hypnose. Donc cas clinique, une femme qui a 55 ans et qui travaille dans une administration, qui vient me consulter car elle a une douleur au genou et son diagnostic médical est un syndrome fémoro-patellaire. Chez elle, les douleurs sont modérées mais récurrentes, ce qui cause un certain catastrophisme chez la patiente. Nous avons commencé par réaliser des exercices d'activité physique dans le cadre de la séance de kinésithérapie, et au bout de quelques séances, voyant que son catastrophisme était assez prégnant, je lui ai posé un peu plus de questions par rapport à sa douleur. Je lui ai demandé comment est-ce qu'elle se représentait sa douleur au niveau de son genou. Si elle devenait toute petite et qu'elle avait la capacité d'aller à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle voit? Et là, la réponse de la patiente a été assez surprenante, car elle m'a expliqué qu'elle avait la sensation d'avoir un corps étranger au niveau du genou.
Alors bien entendu, elle sait pertinemment, de manière rationnelle, que dans son genou tout va bien, mais en tout cas c'est l'image métaphorique qu'elle a de sa douleur au niveau de son genou. Et donc on va utiliser à ce moment-là, avec elle, une technique d'hypnose qui s'appelle la réification ou la chosification de la douleur, c'est-à-dire je vais me demander avec certaines techniques de suggestion et d'hypnose, de s'imaginer bien précisément les modalités de cette douleur et donc de ce corps étranger, de me décrire la texture, la taille, la couleur, etc. Donc il y a la technique de réification. Et ensuite nous avons, avec l'hypnose, modifié la représentation métaphorique de la douleur. Et à ce moment-là, la patiente a expliqué que, enfin en tout cas, elle a trouvé la solution pour elle qui était de dissoudre, métaphoriquement bien sûr, avec un médicament effervescent, le corps étranger. Donc elle a, dans l'expérience d'hypnose, fait venir un médicament effervescent dans son genou qui est venu dissoudre son corps étranger. Et à la fin de cet exercice unique d'hypnose, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu une diminution de la douleur. La patiente était beaucoup plus confortable au niveau du genou. On a augmenté son sentiment d'auto-efficacité, tout simplement parce que à ce moment-là, c'est elle qui a fait cette expérience-là. Moi, je n'ai que fait qu'accompagner cette patiente. Et surtout, je lui ai prescrit de refaire cet exercice en auto-hypnose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle a mal au genou, je lui ai expliqué qu'elle peut refaire cet exercice tout simplement en 2-3 minutes, fermer les yeux et s'imaginer à nouveau qu'elle revient mettre un médicament effervescent dans la zone. Et ensuite, du coup, au fur et à mesure des semaines, elle m'a expliqué que la technique fonctionnait assez bien et qu'à chaque fois qu'elle en avait eu besoin, elle avait eu juste à reproduire l'exercice pour retrouver des sensations plus confortables. Et bien, nous avons pu, du coup, continuer l'exercice thérapeutique physique classique de kinésithérapie. Donc ça, c'était un premier exemple d'exercice unique d'hypnose. Deuxième cas clinique, où on va associer un exercice d'hypnose clinique à un geste technique, dans le cas présent de kinésithérapie, vu que c'est ma profession. Donc ici, c'était le cas d'un homme de 45 ans qui est commercial et qui a une douleur non spécifique d'épaule. Il n'y a pas de diagnostic forcément posé à ce moment-là, ou du moins c'est le diagnostic. Et avec cette personne, eh bien, je réalise des mobilisations passives et actives aidées de l'épaule de ce monsieur. Et en même temps que je fais ce travail de mobilisation, eh bien, je réalise des suggestions de modification de sensations. C'est-à-dire que je vais focaliser l'attention de la personne sur les sensations qu'il peut ressentir dans le mouvement, d'observer peut-être que petit à petit, l'amplitude devient un peu plus grande, que la sensation du mouvement devient un peu plus fluide, un peu plus souple, que des sensations confortables commencent à s'installer, etc. Et en fait, je vais, en même temps que je mobilise, accompagner ça par des suggestions, par un exercice d'hypnose qui va être donc intégré à un geste technique. Et ce qui se produit, à la fin de cette séance, c'est que la douleur du patient a fortement diminué et je demande au patient de refaire l'exercice chez lui, c'est-à-dire de s'automobiliser l'épaule et de refaire en même temps l'exercice de s'imaginer comment le mouvement devient plus souple, devient plus ample, devient plus confortable, etc. Voilà, donc vous avez ici deux types de cas cliniques qui vous font bien discerner les deux types d'utilisation de l'hypnose en kinésithérapie et dans d'autres professions de soins, où vous avez d'un côté un exercice qui va être l'intervention unique, où on ne fait qu'un exercice d'hypnose par exemple, mais retenez bien que ça peut, et généralement d'ailleurs en tout cas pour mon cas, ça ne dure que entre 5 minutes et un quart d'heure, 20 minutes parfois. Donc ça ne constitue pas l'entièreté de la séance, hein. On va bien entendu souvent rajouter d'autres types de conseils d'éducation, des exercices thérapeutiques actifs et physiques, etc. Et d'un autre côté, vous avez également, et c'est là à mon sens l'intérêt composé de l'hypnose, si je puis dire la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on va utiliser un exercice d'hypnose en plus d'un geste technique qu'on est en train de réaliser. Voilà, j'espère que ça fait un peu plus sens pour vous, que vous comprenez un peu mieux comment on peut réaliser un exercice d'hypnose, comment une séance se déroule, et que vous comprenez un peu mieux comment on peut intégrer ces différentes modalités dans nos prises en charge. Et je vous souhaite une bonne journée.